Bonjour, je suis ravi de vous retrouver sur 4Change pour un nouveau numéro de Lex Inside, votre émission consacrée à l'actualité juridique. Au programme de ce numéro, on va parler de l'organisation des Jeux Olympiques Paris 2024 avec mon invité Georgie Courtois, associé chez De Gaulle Florence. Ce sera dans quelques instants. On parlera ensuite relations amoureuse au travail, que peut faire l'employeur avec Mélodie Giroux, associée fondatrice du cabinet BGR, avocat et associé. Et enfin, on parlera du contrôle des investissements étrangers avec Sophie Pelé, associée chez Descartes. Voilà pour les titres, c'est parti pour Lex Inside. On débute tout de suite ce Lex Inside et on va parler des enjeux de l'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024 avec mon invité Georgie Courtois, associé chez De Gaulle Florence. Georgie, bonjour. Bonjour Arnaud. Pour débuter, qui est l'organisateur des Jeux Olympiques ? Alors l'organisateur des Jeux Olympiques, c'est Paris 2024, le COJO, Comité d'organisation des Jeux Olympiques. Donc le COJO chapeaute les Jeux Olympiques. Il a obtenu la délégation des droits par le CIO, Comité international olympique, des droits de propriété intellectuelle, et aussi également par le Comité des Jeux paralympiques. Ça, c'est le premier acteur. Le deuxième acteur qui est important, c'est Solideo. C'est la société de livraison des ouvrages olympiques qui a eu en charge la mise à jour, entre guillemets, et la structuration de l'infrastructure. Donc, tous les grands bâtiments, toute la rénovation des bâtiments, c'est géré par Solideo. Et enfin, il y a d'autres acteurs qui ne font pas partie de ces acteurs particuliers sur les JO, mais qui sont tous ceux qui ont obtenu des appels d'offres, toutes les sociétés privées qui accompagnent et qui mettent en musique les Jeux Olympiques. Donc tout ça, ce sont tous les intervenants sur l'organisation des Jeux Olympiques. Encore une fois, il y a beaucoup de sociétés privées qui, sur appel d'offres, ont obtenu des marchés et mettent en œuvre, sont producteurs exécutifs des épreuves olympiques, des cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques. Quels sont les principaux enjeux juridiques ? Alors, les principaux enjeux juridiques, il y en a plusieurs, comme vous vous en doutez, mais l'enjeu principal qui est au cœur, c'est évidemment celui de la propriété intellectuelle. Parce que vous savez que donc là, Paris 2024 est délégataire des droits de propriété intellectuelle pour les Jeux Olympiques. Et les signes olympiques, donc que ce soit le logo avec les anneaux ou les signes paralympiques, les mascottes, tout ça est protégé, évidemment, au titre de la propriété intellectuelle, même avec une loi spéciale dans le Code de la propriété intellectuelle qui est, entre guillemets, protégée ou mise en œuvre par le CNESF, le Comité national de sport olympique français, qui vise à protéger ces éléments-là. Donc ça, c'est l'élément central sur les enjeux olympiques. Pourquoi ? Parce que, vous savez, il y a de nombreux acteurs et intervenants, sponsors qui gravitent dans le monde olympique. Et il faut également protéger ces acteurs, ces intervenants, ces sponsors qui ont investi dans les Jeux Olympiques et qui souhaitent que, évidemment, leurs investissements aient des retombées économiques. Ils sont partenaires et sponsors officiels des Jeux Olympiques. Et notamment, une des problématiques, c'est tout ce qui est embouche marketing. C'est-à-dire que dans ces périodes de Jeux Olympiques, vous allez avoir des acteurs qui ne sont pas les partenaires officiels, qui vont essayer de se mettre dans le sillage des partenaires officiels ou des partenaires de titulaires de droit comme le CIO, pour effectivement obtenir des retombées sur les retombées économiques des Jeux Olympiques. Donc il y a une lutte très fournie, d'ailleurs, dont le CNESF est en tête de pont. On voit des mises en demeure très régulièrement pour éviter les dépassements de cadre. Et donc ça, c'est l'élément principal. Il y a également tout ce qui est piratage audiovisuel, vous en doutez, parce que là, c'est France Télévisions qui est le diffuseur officiel en France. Mais il y a des problématiques dans le monde entier sur le piratage audiovisuel. Et au-delà de ça, il y a évidemment des problématiques de sécurité. On va en reparler, mais il y a des lois qui ont été prises de manière particulière
sur la sécurité, la cybersécurité. J'ai vu que la dernière fois, vous avez fait une émission spéciale sur la cybersécurité dans les Jeux Olympiques. Voilà. Donc, c'est tous ces éléments-là qui contribuent aux enjeux principaux des Jeux Olympiques. Alors, vous venez d'évoquer les principaux enjeux juridiques. Quelles sont les évolutions législatives qui ont accompagné l'organisation de ces Jeux Olympiques? Alors, en fait, il y en a évidemment de nombreuses. La première loi la plus ancienne pour ces Jeux Olympiques-là, c'est une loi du 26 mars 2018 qui a réformé les règles d'urbanisme pour pouvoir faciliter diminuer les délais d'obtention de permis de construire, faciliter les règles d'urbanisme pour que justement Solideo, dont on parlait tout à l'heure, puisse mettre en œuvre plus facilement les constructions qui étaient nécessaires à l'infrastructure olympique. Ça, c'est la première. Ensuite, il y a évidemment des problématiques des lois autour de la sécurité, du financement, la loi de finances. Mais si jamais je devais retenir une loi qui a fait beaucoup parler, c'est la loi olympique du 19 mai 2023, qui notamment a introduit la vidéosurveillance algorithmique. Donc ça, vous avez vu certainement, la CNIL s'est prononcée sur le sujet. Alors, c'est pas de la reconnaissance faciale, qu'on soit très clair, mais c'est la vidéosurveillance algorithmique, c'est utiliser des procédés d'intelligence artificielle pour repérer des comportements particuliers ou des sacs abandonnés ou peu importe. Et cet élément-là, c'est l'élément central de cette loi, notamment pour lutter contre les risques de sécurité. Il y a évidemment d'autres volets là-dedans, la lutte contre le dopage. C'est une loi qui est assez large, mais c'est l'élément principal que tout le monde a retenu et qui a fait couler beaucoup d'encre. Pour terminer, c'est un moment particulier, ces Jeux Olympiques en France. Quel héritage vont laisser ces Jeux Olympiques? Alors en fait, l'héritage des Jeux Olympiques, c'est un volet à part entière des Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques de Paris ont été pensés aussi vis-à-vis de cet héritage. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs types d'héritage. Le premier, c'est celui qu'on va donner à la France et à la région parisienne avec toutes les infrastructures qui ont été construites. Notamment, tout ce qui est les villages olympiques va être modifié pour pouvoir accueillir des bureaux et des habitations. Il y a toutes les infrastructures qui ont été créées, notamment les piscines, qui vont être ouvertes au grand public. Ensuite, un des héritages des Jeux Olympiques, c'est le côté environnemental, parce que on a imaginé ces Jeux avec un taux de décarbonation maximal, et donc c'est un axe qui a été pris dans ce sens-là. Et après, il y a effectivement des enjeux au niveau social, au niveau culturel, au niveau économique. L'idée, c'est de faire bénéficier de ce rayonnement économique au plus grand nombre, et surtout que ce rayonnement continue plusieurs années après les Jeux Olympiques. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci. On poursuit ce Lex Inside, relation amoureuse avec un collègue de travail, que peut faire l'employeur? On en parle tout de suite avec mon invitée, Mélodie Giroux, associée fondatrice du cabinet BGR Avocats et Associés. Mélodie Giroux, bonjour. Bonjour Arnaud. Pour débuter, a-t-on le droit d'entretenir une relation amoureuse avec un collègue de travail, avec son supérieur hiérarchique ou avec son subordonné? Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a une étude qui a été menée par l'Institut Technologia, sous la supervision du professeur Amadieu qui enseigne à la Sorbonne, et qui a pu constater que 46% des salariés avaient déjà entretenu une romance au travail. Il y a tout d'abord un principe qui est celui prévu par l'article 9 du Code civil, qui est celui que chacun a droit au respect de sa vie privée. Et ce principe se décline dans le cadre de la vie professionnelle, dans la mesure où les salariés ont le droit au respect de leur vie privée au temps et au lieu du travail, mais également en dehors de leur temps de travail. Dans cette hypothèse, les lois Auroux, déjà en 82, prévoyaient que la vie de couple ne relevait pas de l'entreprise. Dès lors, entretenir une relation amoureuse avec son collègue de travail, son subordonné ou son supérieur hiérarchique est tout à fait légal. Et un employeur qui viendrait à édicter une clause au contrat de travail qui interdirait un tel type de relation ne pourrait pas le faire. À défaut, cela pourrait être considéré comme une discrimination qui serait fondée sur la situation familiale et qui serait dès lors prohibée par le Code du travail.
Il y a cet exemple des salariés qui travaillaient dans une grande enseigne de bricolage et qui s'étaient vus empêchés par leur employeur de travailler ensemble et également de bénéficier de leur jour de repos. Eh bien, ils ont saisi la défenseure des droits qui, elle, de son côté, a considéré qu'il s'agissait d'une discrimination. Est-ce que l'employeur peut s'immiscer dans une relation amoureuse entre collègues de travail? Alors, en réalité, chaque principe a des exceptions et notre sujet n'échappe pas à la règle. Si l'employeur n'a pas le droit d'édicter le type de clause que je viens de vous citer précédemment, il peut, s'il constate qu'il y a un trouble objectif qui est caractérisé dans l'entreprise du fait de ce type de relation, eh bien, retrouver son entier pouvoir disciplinaire. Par exemple, s'il constate que la relation va poser problème s'agissant des collaborateurs concernés ou encore pour d'autres collaborateurs de l'entreprise ou pourquoi pas entraîner des situations de type discrimination, favoritisme ou des démonstrations d'affection qui seraient justement trop démonstratives, il pourrait considérer que cela crée un trouble objectif caractérisé ou encore qu'il s'agit d'un manquement grave aux obligations qui découlent du contrat de travail et retrouver dès lors son pouvoir disciplinaire. Alors, autre situation, en cas de comportement inapproprié, que peut faire l'employeur? Eh bien, s'il constate ces manquements qui sont suffisamment graves, il va retrouver son pouvoir disciplinaire et les sanctions peuvent aller tout simplement, pourquoi pas, de la mise en garde, en passant par l'avertissement ou encore la mise à pied à titre disciplinaire, jusqu'au licenciement pour faute grave si on constate que les manquements rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Mais attention, la sanction prononcée doit être proportionnée aux manquements constatés et aux dommages causés par les salariés concernés dans l'entreprise. À défaut de quoi, on retombe sur la discrimination qui pourrait être invoquée par les salariés qui seraient sanctionnés. Pour terminer, quelles sont les tendances jurisprudentielles en la matière? Alors, il faut savoir que récemment, le 29 mai 2024, la Cour de cassation est venue rendre un arrêt qui a considéré qu'un motif qui est tiré de la vie personnelle des salariés peut justifier une sanction pour faute grave si ce motif caractérise un manquement à l'obligation de loyauté qui rend impossible le maintien dans l'entreprise. Peu importe que l'employeur prouve ou non le préjudice, dans cette affaire, cela concernait des salariés, un directeur des ressources humaines et sa collègue de travail qui étaient en couple. La salariée en question exerçait quant à elle des fonctions de représentante syndicale, mais également de représentante du personnel. Ils siégeaient tous les deux aux réunions de l'entreprise, comme les réunions du CSE, et peu de temps auparavant, il y avait eu un mouvement de grève dans l'entreprise, ainsi qu'une occupation qui découlait de ce mouvement de grève. L'employeur a eu vent de cette relation qui avait été dissimulée par le directeur des ressources humaines et cette salariée. Il a considéré que dans ce cadre, le salarié en question avait gravement manqué à son obligation de loyauté, car cette relation était en relation directe avec ses fonctions et qu'elle entravait le bon exercice de ses fonctions. Et dès lors, la Cour de cassation a rappelé que ce motif, qui est tiré du coup de la vie personnelle, peut justifier la sanction disciplinaire qui constitue un manquement aux obligations qui découlent du contrat de travail. Je voulais attirer votre attention sur un dernier point qui sont les dérives de type drague au travail, parce que souvent la frontière avec le harcèlement sexuel n'est pas loin. Il y a cet exemple d'un couple qui était également collègues de travail. Ils ont rompu, alors qu'à l'époque, ils étaient dans une relation qui était tout à fait consentie, mais il s'est avéré que finalement, le collègue et ex-compagnon qui a malheureusement mal digéré cette rupture, a adopté un comportement tout à fait inapproprié vis-à-vis de son ex-compagne et collègue de travail, avec des propos harcelants, tout à fait inappropriés. Et dès lors, l'employeur, qui en a eu vent dans la mesure où cela se produisait également au temps et au lieu de travail, a usé de son pouvoir disciplinaire et cela n'a pas été retoqué par les juridictions du fond. En définitive, on peut dire oui à l'amour au travail entre collègues, mais dans certaines limites? Tout à fait, c'est bien ça. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous de m'avoir invité.
On poursuit ce Lex Inside et on va parler contrôle des investissements étrangers avec mon invitée Sophie Pellet, associée chez Descartes. Sophie, bonjour. Bonjour Arnaud. Qu'est-ce que le contrôle des investissements étrangers? Alors, c'est un contrôle qui est exercé par le ministre de l'Économie et des Finances sur des investissements effectués par des étrangers, principalement des entreprises, mais également des personnes physiques, qui sont issues de l'Union européenne ou en dehors de l'Union européenne et qui vont souhaiter investir dans des sociétés françaises qui sont stratégiques. Et lorsque ces investissements vont être contrôlants ou vont franchir un seuil de 25% et de 10% dans les entreprises cotées, l'investissement va être sujet à autorisation préalable par le ministre de l'Économie et des Finances. Qu'est-ce qu'une activité sensible? Alors, tous les investissements ne sont pas contrôlés et ne sont contrôlés que les investissements dans les entreprises sensibles. Les activités sensibles, elles sont de deux natures. Il y a bien évidemment les activités qui sont sensibles par nature. On pense à la défense, à la sécurité, aux communications. Et puis, il y a la majorité des investissements qui se tiendront dans des infrastructures essentielles, qui sont essentielles pour garantir le bon fonctionnement et l'intégrité du territoire. Le fonctionnement et l'approvisionnement des transports, de l'eau, de la santé, des énergies. Cette liste, elle est à la fois large et exprimée en termes génériques pour permettre l'adaptabilité à la conjoncture et si besoin, le ministre va enrichir cette liste par voie de décret ou par voie d'arrêté. Donc, on peut ajouter très simplement et très rapidement de nouvelles activités à cette liste. On en sait plus sur le contrôle des investissements étrangers, sur les activités dites sensibles, mais quelles sont les grandes tendances en la matière? Alors, c'est peut-être le moment de parler de l'Europe. La tendance est au renforcement du contrôle des investissements étrangers. L'Europe s'est dotée d'un règlement en 2019 pour inviter les États membres à contrôler les investissements étrangers. La totalité des États ne l'ont pas encore fait. Il y en a 5 qui ne sont pas dotés. Et la Commission européenne a proposé un nouveau règlement qui obligerait les États membres à se doter d'un mécanisme de contrôle. Ce renforcement, on le voit également à l'échelon français. Il y a un nombre stable de contrôles. C'est à peu près une nouvelle demande qui est déposée par jour au ministère. Et les autorisations, dans la moitié des cas, sont données. Et dans la moitié des autorisations, elles sont données avec des engagements. Au-delà de ces chiffres, il y a le non-dit. Et ce que l'on ne voit pas, c'est que l'enrichissement de ce contrôle se fait par des demandes encore plus croissantes d'engagement de la part des investisseurs étrangers. Alors, vous évoquez les engagements. Pouvez-vous en dire plus? Alors, les engagements, c'est ce qui se passe quand le ministre considère qu'il ne peut pas autoriser l'investissement à l'issue d'une première phase d'examen qui dure 30 jours ouvrés, et il va souhaiter ouvrir une deuxième phase d'examen dans lequel il va demander à l'investisseur de prendre des engagements pour garantir la stabilité et la pérennité des activités stratégiques sur le territoire. Donc, il va s'agir d'engagements en termes de gouvernance, en termes, par exemple, de dépôt de brevets, pour continuer à maintenir les activités sensibles. Il y a du non-dit sur ces engagements et souvent l'erreur qui est faite de la part des investisseurs, c'est de penser qu'on va demander des engagements par exemple sur la protection de l'emploi. Ça n'est pas dans le périmètre du contrôle des activités sensibles et des investissements étrangers dans ces activités sensibles. Ces engagements sont confidentiels et à la différence d'autres régimes, ils sont limités dans le temps. L'investisseur va avoir la possibilité de revenir voir le ministre pour les renégocier, mais ils n'ont pas de date butoir. On va conclure là-dessus. Merci Sophie Pellet d'être venue sur notre plateau. Merci Arnaud. C'est le moment de se quitter. Merci d'avoir regardé For Change. Restez curieux et informés et à bientôt pour un nouveau Lex Insight sur For Change.